départementale 2021, bonjour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Claire Dupouille, bonjour. Bonjour. Et de Vincent Desgargues, bonjour. Bonjour. Donc, vous représentez Europe Écologie Les Verts, j'ai bien dit. On est d'accord, parce que comme ça bouge un peu chez vous, de temps en temps, il y a toute une progression, ça représente ces changements de nom. À chaque fois, c'est parce qu'il y a des idées différentes qui sont défendues ou c'est juste l'évolution politique? Il n'y a pas eu trop de changements de nom, hein. C'était les Verts pendant très longtemps. C'est devenu Europe Écologie Les Verts après les élections européennes, notamment José Bové, qui représentait aussi l'Aquitaine, est devenu député européen. L'idée, c'était de fusionner un peu le monde associatif avec le monde politique. C'est pour ça que c'est devenu Europe Écologie Les Verts. D'accord. Donc, on va un peu mieux vous connaître pour savoir un peu et puis connaître vos motivations parce que je vais démarrer directement par cette question-là. Qu'est-ce qui vous motive justement de vous inscrire dans cette démarche de vous présenter à ces élections départementales? Ce n'est pas la première fois que je me présente à des élections. C'est-à-dire qu'après avoir continué à avoir des activités associatives toujours pour la protection de l'environnement et de l'être humain, j'ai trouvé qu'il fallait aussi faire de la politique, puisque ce sont les députés qui font les lois. Donc, je mène de front les deux activités. D'accord, donc associatif, et après vous êtes parti dans la politique pour pouvoir continuer cette action. C'est un peu votre démarche aussi? Moi, c'est surtout pour mes enfants que je fais de la politique. Je dois avouer que ce n'est pas une activité dans laquelle on tire beaucoup de plaisir, comme une activité de sport ou quelque chose comme ça. C'est juste que je trouve que les politiciens ne pensent pas assez à l'avenir. Il n'y a que Europe Écologie qui pense, notamment par rapport aux urgences climatiques. Et moi, c'est pour ça que je fais de la politique. Alors, on prépare toujours ces émissions ensemble, nos téléspectateurs commencent à le savoir. Et en discutant, vous m'avez fait la remarque que l'écologie, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas que ça. Vous pouvez m'expliquer justement pourquoi ce n'est pas que l'environnement? Qu'est-ce que c'est vraiment l'écologie? En fait, ce n'est pas tellement de l'environnement, parce que quand on parle d'environnement, ça veut dire ce qui entoure l'homme. Or, nous pensons que les êtres humains sont reliés avec les animaux, les végétaux, le restant de la planète. Et il n'y a pas de... tout le monde est environné par tout le monde. Et donc l'écologie, c'est effectivement ce qu'on appelait classiquement l'environnement, mais c'est aussi les liens sociaux entre les êtres humains et justement pour un partage des richesses, donc tout ce qui permet l'émancipation des êtres humains sans détruire ce qui l'entoure. D'accord. Donc, si demain vous êtes élu, quelle sera votre position justement par rapport à toutes les propositions qui vont être faites, puisque vous serez aussi bien avec des gens de gauche, de droite? Comment vous allez vous positionner dans l'hémicycle et par rapport aux décisions qui vous seront proposées? Alors, on va essayer d'agir sur, comme je l'ai évoqué tout à l'instant là, c'est le climat, le réchauffement climatique. Ça, sur tous les projets où le département interviendra, on essaiera de voir quel impact ce projet peut avoir sur le réchauffement climatique, comment le diminuer, ou même arrêter totalement le projet s'il va à l'encontre du dérèglement climatique. Ça, ce sera déjà un point. Je vais peut-être continuer sur le deuxième point, sur le social. Non. On reviendra point par point. Ce que je voulais dire, c'était comment vous allez avoir votre méthode de travail. Vous m'avez dit, nous, on a une grille d'analyse par rapport au projet. Donc, tout projet qui va nous être présenté, voilà, expliquez-nous, vous allez le regarder, j'allais dire, sans regarder qui le présente, sans être partisan, mais vous allez évaluer le projet. C'est-à-dire que nous avons défini une grille d'analyse de tous les projets, que ce soit les nôtres, ou que ce soit ceux des autres, à travers donc trois aspects. Un, c'est l'aspect préventif, étant donné que le coup est parti et que nous devons nous adapter au dérèglement climatique. L'autre partie, c'est que ces projets doivent permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et la troisième partie, c'est que ces projets doivent diminuer les dépenses contraintes des ménages. Donc ce sera à travers cette grille-là que nous regarderons les projets sans esprit de chapelle. Alors, bien entendu, dans l'écologie, vous avez aussi l'accueil qui est extrêmement important, puisque nous pensons que tous les êtres humains, quel que soit l'endroit où ils vivent sur la planète, sont nos frères, quoi. Donc il y a cet aspect-là aussi.
Alors, vous me disiez aussi que l'écologie, aujourd'hui, les dégâts climatiques, comme vous parliez d'urgence climatique, ils sont là, on ne pourra pas changer d'un coup de doigt. Mais pour vous, il y a tout un travail d'adaptation. Il faut qu'on prépare les gens justement à tous ces dérèglements climatiques pour qu'ils puissent réagir. C'est aussi une chose importante. Oui, il y aurait tellement de choses à faire sur l'adaptation au niveau du département. Il y a la gestion de l'eau, la gestion de l'alimentation, que le département soit autonome pour s'alimenter, l'énergie aussi, quand le département pourrait produire sa propre énergie et fournir tous les foyers. Il y a aussi la gestion de l'habitat. L'homme et l'habitat, c'est très important pour préserver les forêts, préserver les zones humides qui nous protégeront des inondations. Il y a toutes ces choses-là, c'est assez énorme. Oui, donc si je traduis un peu, vous êtes pour, donc aujourd'hui on entend parler beaucoup avec la pandémie des circuits courts. Il ne faut pas que ça reste à 20 mots les circuits courts, qu'après la pandémie, que ça continue. Pour vous, c'est important ça? Alors effectivement, il faut bien voir aussi que la pandémie, c'est justement une rupture entre dans la santé commune, c'est-à-dire dans les relations entre les humains et les animaux, et puis aussi le commerce des animaux, etc., la façon dont on les élève, les élevages intensifs. Donc au départ, c'est quand même des causes qu'on appellerait écologiques. Et donc, il faut prévenir ces pandémies, donc il faut effectivement agir sur les causes. Et ensuite, par exemple, nous voudrions que maintenant pour l'aspect curatif, nous voudrions que dans les Landes, on fasse l'analyse des eaux usées pour savoir s'il y a des débris viraux ou pas. Or, nous sommes le seul département d'Aquitaine où le réseau Aubépine, par exemple, n'existe pas. Et il y a... Pardon. Qu'est-ce que c'est le réseau Aubépine? Parce que pour vous maîtrisez, mais je pense que moi, je ne sais pas, donc les téléspectateurs Le non réseau plus. Aubépine, c'est un réseau de chercheurs et qui recueille les analyses des eaux usées. Ces analyses sont faites pour rechercher des débris de virus du SARS-CoV-2. Et donc, le fait de le trouver dans les eaux usées nous donne quasiment 15 jours d'anticipation par rapport aux manifestations cliniques du Covid. Donc, nous sommes le seul département d'Aquitaine à ne pas avoir une seule station où on fait ce genre de mesures. Et nous le demandons. D'accord. Pour justement anticiper. Est-ce que ça vient sur l'incompréhension justement de certaines réactions politiques et vous êtes à côté du fait de vous lancer en politique, vous travaillez avec une association, vous êtes à l'intérieur d'une association, même, vous êtes complètement dedans, qui s'appelle, je me suis perdu dans mes notes, Anticorps. Anticorps, c'est de l'autre côté de la feuille, vous voyez. Anticorps, c'est une association qui veut lutter contre la corruption. Parce que pour vous, aujourd'hui, c'est aussi un des problèmes de fonctionnement. Oui, même du pays en matière générale. Le souci dans la corruption, c'est qu'il y a des sommes d'argent qui sont dédiées normalement à l'intérêt général, qui partent vers un intérêt privé. Et ces sommes sont assez énormes. Je me demande si Anticorps, on n'a pas chiffré à 200 milliards à peu près, qui se perdent chaque année. Et ces ressources-là, elles pourraient être investies notamment pour faire cette transition écologique qu'on demande. Et l'autre souci, c'est que, par exemple, sur des problèmes qui peuvent être liés à l'urbanisme, pour faire des bâtiments qui ne devraient pas être là, il y a une forêt qui est rasée. Et là, au mépris du droit environnemental, et avec des sommes d'argent faramineuses qui sont en jeu, hein, des millions d'euros, et là, pareil, au niveau des conflits d'intérêts, il y a énormément de choses à creuser. Donc si demain vous étiez élu, vous demanderiez à ce que les propositions qui sont faites sur le site de votre association Anticorps soient appliquées aux conseillers départementaux? Oui, ça sera long, c'est des bonnes pratiques en termes de transparence des données, non-cumul des mandats, mise en place aussi d'un médiateur pour les affaires de corruption. Ça veut dire aussi protéger les lanceurs d'alerte s'il y en a à l'intérieur des services, parce que souvent, des fois, l'alerte vient de quelqu'un du service, mais il a peur de perdre son travail, donc il se tait, ou s'il parle, il perd son travail, donc il faut protéger aussi. Vous parliez aussi de la transparence des marchés, la transparence des patrimoines. Pour vous, c'est important que c'est public, il faut que tout le monde puisse y avoir accès?
Oui, tous les élus devraient déclarer leur patrimoine, les liens qu'ils ont éventuellement avec des entreprises privées, et puis bien sûr les indemnités qu'ils perçoivent. Et s'ils perçoivent des cadeaux, alors normalement ça ne devrait pas être autorisé, que ça soit public, qu'on sache d'où viennent les cadeaux. D'accord. Ça permettrait pour vous de favoriser justement vous parlez de justice, pour vous ça donnerait une meilleure justice à plein de niveaux? Alors, non seulement ça permettrait la justice, mais ça redonnerait confiance dans le politique. Nous estimons que faire de la politique, c'est quelque chose de très noble. C'est se préoccuper de la population et aussi recueillir évidemment les besoins de la population et redonner confiance aux gens dans ceux qui font de la politique. C'est extrêmement important puisque le vote est extrêmement important et la transparence, normalement, est à la base de la confiance. Vous ressentez quand vous allez sur les différents lieux de campagne, puisque je présume que vous venez sur notre plateau, je vous en remercie, mais que vous allez aussi sur les marchés, rencontrer les gens, vous sentez cette défiance du politique aujourd'hui? Alors c'est même pire qu'une défiance, c'est un désintéressement total de la politique. C'est-à-dire, moi je vis ma vie et je ne m'intéresse plus à la politique. Ça va au-delà du manque de la perte de confiance. Il y a eu là, cette phase-là, et là ça va être pire parce que pour récupérer ces gens-là, ça va être long. D'accord. Alors nous avons quand même une cote de confiance assez importante. Oui. Quand on sait que nous sommes des écologistes, on a quand même un accueil assez favorable. Et très souvent, les gens ils nous disent « Ah ben, une fois qu'on a discuté, ah ben bon courage alors hein. ». Mais c'est pas sûr qu'ils votent pour nous quand même. Mais on a quand même, on est vu assez favorablement. Ça explique toute cette abstention, parce qu'on sait que là, l'enjeu presque de ces élections, avant même de savoir qui va gagner, c'est de faire déplacer les gens le 20 et le 27, quoi. Pour vous, c'est ça qui fait que les gens viennent plus? Cette transparence politique qui manque? Oui, perte de confiance, et puis la situation globale des Français s'est quand même énormément dégradée. Il y a eu de la perte du pouvoir d'achat, les salaires stagnent, les mêmes baissent, les loyers augmentent. Puis l'impact environnemental a aussi un impact sur la santé. La santé des Français se dégrade, les maladies chroniques explosent, les cancers explosent, l'asthme, le diabète. Et donc cette perte de qualité de vie, les gens le ressentent, et la faute, c'est forcément aux politiques. C'est sa responsabilité à lui de prendre soin de la population. Et donc, il ne le fait plus depuis une bonne quarantaine d'années. Et c'est pour ça que les gens ne vont plus voter, parce que le politique ne fait plus son travail. Et nous, on va le faire, ce travail-là. Et on aimerait que les gens votent pour nous pour qu'on puisse le faire. Maintenant, il y a aussi les circonstances de la pandémie. Je pense que depuis... la plupart des gens n'avaient pas vu arriver cette pandémie. Ensuite, on ne pensait pas qu'un an après, on en serait toujours là. Là, maintenant, il y a les variants qui arrivent. Et puis, c'est très fatigant, toutes les précautions là, de distanciation sociale, de mettre le masque, le gel hydroalcoolique. Ça fatigue énormément. Imaginez des gens qui ont des enfants petits, depuis le matin jusqu'au soir, il faut qu'ils travaillent ou qu'ils télétravaillent. Je trouve que ça augmente la fatigue des gens. Et en plus, la distanciation sociale, c'est très difficile à garder. Je pense que ça démoralise beaucoup les gens. Parce que surtout, nous, dans les Landes, on est très tactile. Tout le monde se fait la bise. Je veux dire, imaginez, je ne sais pas moi, il y a des obsèques, les gens se prennent dans les bras. Moi, j'imagine aussi les jeunes, s'ils n'ont pas un copain ou une copine avant le confinement, c'est dur. Vous voyez, je trouve que c'est très démoralisant. Toutes les mesures, je ne suis pas contre les gestes barrières, mais le fait, ça fait plus d'1 an qu'on les fait, franchement, ça fatigue quand même. Et peut-être que ça ne donne pas envie d'aller voter, parce qu'on a, je veux dire, il y a une fatigue morale, quoi. Demain, vous êtes élu, le plus gros budget du département, c'est le social. Oui. Et pour vous, c'est un thème écologique, le social. Absolument. Ça va avec. Expliquez-nous comment. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, tout dépend de ce qu'on met dans le budget. Quand on a les gens avec le même budget, ils font des choses différentes. Pour nous, c'est pareil.
Nous, ce qui va nous préoccuper, par exemple, c'est l'accès des handicapés à tout ce à quoi ils ont droit pour exercer leur droit d'être humain. Par exemple, il faut que la vie soit facile pour les handicapés, quel que soit l'âge qu'ils aient. Ensuite, c'est quand même un crève-cœur pour les personnes âgées de quitter chez eux. Donc nous, on est pour le maintien à domicile au maximum, s'ils peuvent, s'ils ne sont pas en danger, etc. Il faut aussi que la ville soit accueillante pour les enfants. Dans l'ensemble des villes, la ville n'est pas très... Même chez nous, hein, les villages accueillent davantage les jeunes enfants, mais les villes... moi, j'ai poussé ma poussette de jumeaux quand j'en avais dans les trottoirs à Mont-de-Marsan. Franchement, j'ai arrêté, quoi. Je veux dire, il faut qu'il y ait un urbanisme accueillant, des lieux de rendez-vous pour les jeunes, vous voyez ce que j'appelle la solidarité. Oui. Aussi permettre aux étudiants de pouvoir se distraire, d'avoir des projets. Et par exemple, alors ce n'est pas dans la solidarité, mais chose à part, on aimerait que le département fasse du lobbying pour qu'on ait une première année universitaire dans les Landes. Parce que ça permettrait aux parents aussi de ne pas... Ça coûte très cher quand on est dans les Landes et qu'on est parent, ça coûte très cher d'envoyer ses gamins à Pau ou à Bordeaux ou autre à payer des loyers. Alors surtout qu'à Bordeaux, c'est cher. Hein. Et donc, si on avait au moins un premier cycle universitaire ici, ça permettrait de garder nos jeunes encore 2-3 ans de plus, qui se dégourdissent aussi un peu plus, et ensuite, ça permettrait quand même de faire quelques économies avant de se lancer dans les études plus importantes. Mais évidemment, ce n'est pas le département qui peut le faire. Mais on peut faire un lobbying très important. Très bien. Après, si je peux rajouter par rapport au social, c'est les personnes qui sont en état de précarité, elles sont en mode survie, elles vivent le jour le jour. On ne peut pas leur parler de la mer qui va monter, le niveau de la mer qui va monter, de respect de la biodiversité. C'est un discours qui ne passe pas, hein, c'est plutôt comment on va remplir le frigo le lendemain. Donc il faut lutter contre cette précarité pour pouvoir faire avancer les autres thèses environnementales. Et dans ce cas-là, par exemple... on veut mettre le RSA pour les plus de 18 ans. Ça, c'est une mesure très importante, justement, pour sortir les jeunes de la précarité. Et ça, le département pourrait le faire. Très bien. En parlant de précarité, de jeunes, d'emploi aussi, c'est vrai que la mobilité, qui est une autre partie importante, là aussi, vous allez avoir plein de propositions à faire. Alors là, ça serait bien, c'est des pistes cyclables. Toutes les villes de Mont-de-Marsan soient par des pistes cyclables, comme ça existe déjà en Allemagne ou aux Pays-Bas. Donc ça, c'est un gros budget. Ensuite, les transports en commun, les bus, qu'il y en ait beaucoup plus, parce que là, un bus, vous en avez un le matin, un le midi, un le soir et pas plus. En plus, c'est compliqué entre les lignes de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie qui se traversent, ils ne s'entendent pas entre elles. Là-dessus, oui, il y a beaucoup à faire. Le but, c'est toujours de diminuer les transports automobiles. Au niveau du canton, puisqu'on va parler rapidement du canton parce qu'on arrive vers la fin de cette interview, est-ce qu'il y a des actions phares que vous voudriez mener demain si vous êtes élu? Est-ce qu'il y a des actions qui, pour vous, au niveau du canton, sont, je dirais, indispensables ou à faire rapidement? Alors, il y a le désenclavement de Mont-de-Marsan, c'est-à-dire que nous sommes contre la LGV, mais nous sommes conscients qu'il y a quand même un enclavement. Donc, nous demandons depuis très longtemps l'électrification de la ligne Morsins-Mont-de-Marsan et sa poursuite d'ailleurs jusqu'à Aire-sur-Adour. On est pour le train absolument, mais le train du quotidien, c'est-à-dire celui qui transporte les gens et aussi que ces transports soient moins chers. Même les bus, on aimerait que ce soit pour les jeunes, que ce soit gratuit par exemple. Ça, c'est le département qui peut le faire. Après, pour l'électrification de l'île Morsins-Mont-de-Marsan, c'est le département qui doit le demander à la région, bien sûr. Et puis aussi, on aimerait développer, mettre en réseau tous les acteurs culturels. Et pour notre canton, ce qu'on aimerait, point de vue culture, c'est que ce soit sur ce canton-là, donc mettons à Saint-Pierre-du-Mont ou autre. Au hasard. Voilà, au hasard. Qu'on mette une maison du patrimoine historique et archéologique. Parce que pour penser l'avenir, ce que nous faisons, il faut savoir d'où on vient. Et les Landes sont très riches en patrimoine historique et archéologique, mais qui est souvent méconnu. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire si vous aviez une action phare à mener? Enfin, elle a tout dit. Elle a tout dit.
Elle vous a tout dit. Alors, on arrive à la fin de l'entretien. Elle a bien défendu sa ville, on est d'accord. Ah oui, hein. c'est vrai. Pierre elle est à fond, Dumont, j'arrive. On arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau. Je vais vous poser la dernière question, celle que je pose systématiquement à tous les candidats. Le 20 juin, vous êtes 5 listes sur ce canton. Pourquoi prendre la vôtre plutôt qu'une des 4 autres listes? Qu'est-ce qui doit me donner envie? Pourquoi je dois voter pour vous? Pour l'avenir, c'est nous, les autres listes vont plutôt maintenir, je pense, un certain statu quo, alors que nous, on est vraiment dans la préparation de l'avenir. On prépare pour, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, il faut voter pour nous. On prépare le terrain. Eh bien, je n'ajouterai pas autre chose, je suis tout à fait d'accord avec mon binôme. Je pense que le vote, les gens sont battus pour pouvoir voter et je trouve que c'est extrêmement important de respecter la mémoire de ceux qui sont morts alors pour pouvoir voter. Je crois que quand même sur les 5 listes, il y en a bien une qui doit les intéresser et la nôtre en premier, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu. Je vous dis bonne campagne. Bonne fête de compétition, si je ne sais pas si on peut dire ça. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt.